Maintenant, je vais accueillir Emmanuel Vivier, cofondateur du Job Institute, qu'on ne présente plus, pour les 6 piliers voilà, de la e-santé. Emmanuel, je te laisse la parole. Je t'en prie. Merci Guilhem et merci beaucoup Lionel. Alors moi, je vais être un peu moins sympa que Lionel. Moi, je suis un peu en colère parce que ça me fatigue un tout petit peu de me dire que tout ce qu'on est en train de voir là, ça fait quand même 10, 15, 20, 25 ans que techniquement, en tout cas, une partie des choses étaient possibles et disponibles. C'est vrai que quand on voit Macron parler des gilets jaunes comme les Gaulois réfractaires, moi, les Gaulois réfractaires, je les vois beaucoup dans les grands groupes. On a vu le e-commerce, ça fait 95 Amazon. 26 ans pour qu'un certain nombre de grandes entreprises switchent et accélèrent enfin sur le e-commerce. On a l'impression que dans le médical, le dossier médical partagé, bon maintenant, Ma Santé 2022, quand on voit la télé-déclaration, etc. Enfin, ça remonte, je vois Pascal de Valtech, ça fait, je sais pas, 10-15 ans que tu attends tout le monde en digital pour développer tout un tas d'applications et que vous êtes prêts. Donc évidemment, on comprend bien que on va pas faire les choses n'importe comment et qu'il y a un besoin de sécurité, et on le voit, hein, des fois quand on va un peu vite, surtout, c'est très important, mais on sent quand même qu'il y a eu un petit problème de mindset à un certain nombre d'endroits, et effectivement dans la santé et les laboratoires, c'est pas l'endroit où nous on a vu la transformation avancer le plus vite. Ceci étant dit, la bonne nouvelle, c'est que, je sais pas si c'est à cause ou grâce du Covid, en tout cas on voit quand même qu'il y a une accélération sur tout un tas de sujets. Alors il fallait aussi que un certain nombre d'ingrédients soient mûrs pour faire la bonne recette à votre décharge, mais c'est vrai qu'il était temps que ça accélère. C'est vrai que ça fait un peu mal des fois quand on voit certaines startups chinoises. Alors c'est pas le même ensemble réglementaire là-bas, le même soutien du gouvernement. En tout cas, on voit vraiment une passage à l'échelle, un scale qui est quand même beaucoup plus rapide que chez nous. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit bien que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une attente sur la prévention et l'hygiène. Aujourd'hui, on va dire, avant, il y avait peut-être aussi le public qui n'était pas, ou les patients toujours super moteurs. Bon, là, on a tous compris que effectivement, fallait se soucier de sa santé, et des fois, il fallait s'en soucier avant. On l'a bien vu avec quand des embouteillages aux urgences, et il y a cette logique à la fois qu'on a la santé, enfin la vie qui va durer plus longtemps. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas de vivre longtemps, c'est de vivre bien le plus longtemps possible. Et donc, il y a un sujet de prévention. Et donc là, je pense qu'on est tous en train de se rendre compte à quel point, grâce à tous les outils qu'on peut avoir, typiquement un smartphone, grâce aux caméras, aux capteurs, à l'IA, etc., que finalement, on a quand même moyen, en amont le plus possible, de scanner tout un tas de données pour finalement prédétecter le plus tôt possible. On voit dans les cancers ou dans tout un tas d'autres maladies, et qu'il y a vraiment une possibilité de réduire finalement les maladies, et puis qu'il va falloir aussi accompagner tout un tas de maladies. On va vivre plus longtemps, on va être beaucoup plus vieux, donc potentiellement on va attraper beaucoup plus de choses, et puis on va avoir aussi des maladies chroniques, donc avec cette logique de prévention, de prédiction et de suivi qui va être beaucoup plus importante, et de pas attendre effectivement au moment où ça va vraiment pas, et souvent c'est des fois un peu trop tard pour pouvoir réagir. Bon, la prévention c'est très basique, hein. Des fois ça commence par réinventer des objets du quotidien. Donc là au CES on a vu tout un tas d'innovations, des fois sérieuses, des fois gadgets, mais en tout cas, on voit que dès qu'il y a un besoin, et c'est toujours ça, hein, c'est que s'il n'y a pas de financement, on a du mal à financer cette innovation. À partir du moment où il y a un besoin, d'un seul coup, hop, ça crée une vague de choses, alors avec des choses sérieuses, des choses moins sérieuses, mais l'innovation, tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas, mais en tout cas, voilà, ça crée une aspiration. Et puis c'est intéressant de voir aussi comment on intègre finalement des nouveaux usages dans des usages habituels. Et donc là, on voit que le gel hydroalcoolique, par exemple, ça y est, maintenant, même les marques de beauté, qu'au début, on avait fait un peu, on parlait de médecine de guerre pour dépanner, maintenant, voilà, on réemballe ça, on réintègre ça, on commence à se dire aussi, il ne faut pas que ça dessèche trop les mains. Donc finalement, on normalise des nouveaux usages. On trouve des fois des solutions simple et maligne. Donc là, c'est l'exemple, voilà, sur une porte où vous avez une bague qui va, à chaque fois qu'elle va être manipulée, en fait, la bague va recoulisser sur la porte et mettre du gel hydroalcoolique. Donc voilà, au lieu d'embaucher une personne de plus pour aller nettoyer toutes les portes dans un hôpital ou ailleurs, finalement, voilà, on va changer les objets du quotidien de manière assez bête et méchante. La télémédecine, tu en as parlé, Lionel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein de notions derrière ce mot télémédecine. Ça peut être de la téléconsultation, et là on a vu les changements de mindset et de réglementation, la téléexpertise, la télésurveillance, la téléassistance, la réponse aux appels. Je pourrais rajouter la téléchirurgie, même si c'est plutôt pour le moment de la chirurgie augmentée la plupart du temps que de la chirurgie à distance. On connaît Da Vinci avec ce robot qui permet finalement aux chirurgiens de
moins fatigué, d'être plus précis dans ses mouvements. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que ce qui est compliqué avec la santé, c'est qu'on met un grand mot, la santé connectée ou la télémédecine. On se rend compte que derrière, il y a des réalités très très différentes entre un hôpital, entre un médecin, chez le patient. Voilà, il y a plein de réalités. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, on a vu cette accélération et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Bon, après. Est-ce que c'est bien que ce soit Doctolib qui ait pris autant de parts de marché? Je ne sais pas. Bon, après, on a Medoctor, on en a d'autres. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a toujours face à l'innovation ce côté. Bon, d'abord, il y a un problème de réglementation. La loi va toujours moins vite que la technologie. De temps en temps, c'est bien. Et puis après, on sent bien que c'est pas parce que la techno est là que tout le monde va se précipiter dessus et tout le monde se regarde un peu. Oui, mais le patient n'est pas prêt. Oui, mais en fait, non, c'est des praticiens. Bon, et puis en fait, quand à un moment, ça arrange tout le monde, bien, on y va. Mais c'est vrai que des fois, on se dit que ça manque un peu de motorisation pour incentiver les gens. Et là, effectivement, c'est 46 licornes, donc sociétés qui valent plus d'1 milliard en santé désormais. Donc on voit qu'il y a des investissements phénoménaux en ce moment de la part des VC, puisque ils se rendent compte qu'il y a un marché qui est gigantesque. C'est un peu dommage des fois que ce soit beaucoup dans la Silicon Valley et en Chine, alors qu'on n'est pas le dernier des pays question santé. On a vu effectivement ce pic. La question, Lionel l'a posé bien, c'est à quel point ça va redescendre sur les téléconsultations. Donc il ne faut pas perdre cette opportunité qu'on a eue de faire changer les choses. Ça ne marche pas dans tous les cas aussi. On voit bien que effectivement sur la psychiatrie, ça a beaucoup plus de facilité à être utilisé en alternative. Dans d'autres domaines, on imagine bien que ça va être compliqué. On voit que des fois, il ne suffit pas juste d'avoir un ordinateur ou son téléphone connecté, il faut aussi un peu d'équipement. Mais sur les déserts médicaux ou en complément ou en premier échange, effectivement, ces cabines connectées. Alors on a Bodio qu'on voit à droite, c'est un peu dommage, ils sont à Dubaï et quand ils étaient à Vivatech, Bruno Le Maire est passé les voir en disant mais pourquoi vous n'avez pas lancé en France? Alors c'est des Français, ils vont... Bon, on ne veut pas être méchant, mais on a essayé pendant 2 ans à Dubaï. En 2 semaines, nos cabines étaient déjà installées dans les centres commerciaux. Donc voilà, on sent aussi que des fois, il faut qu'il y ait un accompagnement de l'écosystème. Et c'est vrai que notre écosystème, il existe, mais il est vaste et complexe avec beaucoup de couches. Donc là, il y a peut-être un boulot de simplification ou en tout cas de créer, je pense à l'armée qui a créé une entité pour les 3 armées pour parler avec les startups parce qu'ils se sont rendus compte que mettre une startup avec l'armée, c'était un peu compliqué. Là, voilà, on voit bien que, alors, je sais qu'il y a plein d'initiatives, je vois Lionel qui est membre de beaucoup. On voit aussi que c'est digitaliser les soignants et on voit que de plus en plus, d'ailleurs, des fois, ça commence tout simplement par les voir à 67% ne plus pouvoir se passer de leur smartphone dans le cadre de leur pratique, aller chercher de l'info, récupérer, utiliser une application. L'idée, c'est de standardiser un petit peu les choses. La réalité augmentée, la réalité virtuelle. Alors, c'est vrai que des fois, ça peut paraître gadget, mais on voit par exemple la réalité virtuelle en accompagnement thérapeutique des patients par rapport à la lutte contre la douleur, à réduire l'anxiété et la dépression, sur la rééducation, la réhabilitation. Voilà, c'est de l'accompagnement. Encore une fois, je pense que on a toujours ce fantasme ou cette peur de se dire la tech va remplacer. Non, la tech, elle augmente, elle simplifie, elle gagne du temps, elle libère les praticiens ou elle accompagne le patient. Là, on peut détecter des maladies en suivant les mouvements des yeux avec la réalité virtuelle. Bon, je pense qu'il y a d'autres appareils sur réalité virtuelle qui marchent aussi pour pouvoir détecter des glaucomes. Mais voilà, en tout cas, on teste, on itère, on regarde et effectivement, il y a des usages qui vont sortir. Effectivement, la réalité virtuelle, c'est intéressant aussi. Nous, on l'a vu beaucoup dans l'industrie. Plutôt que de lire un guide ou de la théorie, on va pratiquer un mouvement. Mais on voit bien que là, effectivement, c'est quand même mieux de s'entraîner sur un corps virtuel ou une situation virtuelle quand on est chirurgien qu'en vrai. Enfin, c'est un peu compliqué à réitérer. Donc voilà, ça permet de... Ça sera jamais la même chose qu'une vraie opération, mais en tout cas, ça permet de patcher et déjà de s'entraîner. Voilà. Les robots, ça fait toujours énormément fantasmer, que ça soit avant, pendant ou après la chirurgie. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de Pepper, mais je pense que Pepper, ce qu'on lui reproche souvent d'être gadget, mais aussi souvent parce qu'on ne va pas avoir une bonne agence pour prendre le temps de développer le bon scénario ou le bon logiciel. C'est un robot, c'est une machine, c'est un outil. Si vous lui dites pas, si vous réfléchissez pas à un vrai scénario qui a du sens, qui apporte de la valeur ajoutée, et si vous développez pas le logiciel, oui, Pepper, il va juste dire bonjour, mettez votre masque à l'entrée. C'est toujours ça de prime. Enfin, c'est pas dingue. Donc c'est aussi se dire à chaque fois, un marteau, c'est un marteau. C'est qu'est-ce que je fais avec, comment j'utilise ce robot, et est-ce que je trouve un cas qui gagne vraiment du temps. Des fois, c'est juste gagner du temps. 30% des tâches du personnel infirmier peuvent être soulagées
par Moxie. On a Hospitalink, une startup qu'on connaît aussi, là, qui est en train d'essayer de permettre d'améliorer la communication entre les patients à l'hôpital et les praticiens pour juste éviter des fois des déplacements inutiles et économiser 30 à 40%, parce qu'en fait vous appuyez sur le bouton, l'infirmière vient, en fait, si elle avait su, elle aurait pu rapporter directement ce qui manquait. Donc voilà, enfin, j'aime bien aussi ces petites innovations qui simplifient les choses plutôt que de penser que aux choses très compliquées, avec effectivement l'intelligence artificielle qu'on va retrouver sur la simulation, les jumeaux numériques, chez Biovia par exemple, chez 3DS. On va pouvoir analyser, faire de la prédiction, on va pouvoir reconnaître ou analyser tout un tas de symptômes sur des scans, sur des radios. On va pouvoir, on va dire, personnaliser les soins et le suivi. Bon, c'est sûr qu'en tout cas, il y aura forcément des briques IA, mais encore une fois, la technologie est certainement la réponse. Quelle est la question? Qu'est-ce qu'on fait avec? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on lui demande à cette IA, qui est plus ou moins intelligente d'ailleurs, il ne faut pas non plus complètement fantasmer, mais là encore, elle peut aider à gagner du temps sur un diagnostic, elle peut rassurer le praticien, elle peut effectivement affiner une analyse ou valider ou verrouiller ou confirmer les choses. Et puis, bon, on parle beaucoup de santé, mais la santé, ça commence déjà à paraître en forme, et effectivement, dans le sport, on voit bien qu'on a eu les salles de sport fermées, du coup, ça a posé beaucoup de sujets. Comment on compense ça? Est-ce qu'on utilise, là on a vu toutes les apps, alors aussi bien de sport, de méditation, on a vu tout ce qui est device connecté, donc peloton pour faire du vélo à la maison, on voit les miroirs connectés, où là on a des cours en live, des cours en replay, on a carrément des capteurs qui vérifient si on fait les bons mouvements, et là on passe vraiment sur du suivi, du coaching dans le temps, de plus en plus personnalisé. Donc ça aussi c'est intéressant dans cette logique de si je suis des gens tous les jours avec une caméra qui se miniaturise. Je pense à Bina Eye, une startup qui utilise juste votre caméra de smartphone pour checker tout un tas de données sur vous. On pourra détecter les choses le plus tôt. Amazon qui continue d'accélérer sur la santé. Allo, son bracelet connecté. Maintenant, il va carrément utiliser votre tone of voice pour détecter votre humeur. Donc bon, ça peut être rassurant ou ça peut être flippant, c'est jusqu'où on va et est-ce qu'on donne le choix, est-ce qu'on donne bien l'info de qu'est-ce qu'on capte ou pas quand à l'utilisateur. Il y aura un vrai sujet, des fois ça peut être des choses assez bêtes comme la micro-sieste. Et puis je pense que vous avez vu le marché du CBD exploser. C'est pas faute d'avoir eu l'État français freiné, trépigné, à essayer d'interdire malgré tout, même si on fait bien la différence entre le cannabis avec le THC et le CBD, et entre autres sur le traitement de douleurs chroniques ou de choses comme ça. C'est intéressant. Et c'est vrai que c'est encore une fois, on a un peu l'impression que on essaie toujours de freiner, ralentir, au lieu de se dire non, il faut faire des choix, il y a des choses qui sont interdites, des choses qui sont... Mais à un moment, il faut évoluer, il faut aussi faire changer les choses. Et là, on voit qu'il y a une explosion. Aux États-Unis, ils sont déjà 3 ou 4 ans en avance sur nous. Et là-bas, c'est carrément des marques, limite L'Oréal, qui nous sort sa crème au CBD. Bref, c'était rapide, c'était un extrait. Vous pourrez retrouver ça pour nos membres dans nos Hub Reports. Je remercie toute l'équipe d'analystes pilotée par Claire chez nous qui bosse sur ces sujets-là. Mais en tout cas, même si je trouve ça frustrant que ça n'aille pas assez vite, on voit qu'en tout cas, ça accélère. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Merci à vous. Merci.